Nico, un point c'est tout! Maduro, Chavez, ces dictateurs? Bonjour et merci de me retrouver pour ce nouvel épisode de Nico un point c'est tout. Comme vous le savez sûrement, les sujets de cette chronique me sont, le plus clair du temps, inspirés par l'actualité la plus fraîche. Ici, comme de bien entendu, il va s'agir de ce qui s'est produit autour du président vénézuélien et de l'opération menée par les États-Unis. De manière fort peu inattendue, la propagande médiatique s'est mise en branle. Il faut le reconnaître qu'on n'a pas été déçu du casse-croûte, pour le formuler trivialement et reprendre l'expression populaire. On sait les médias désormais peu enclins à faire dans la dentelle ou la finesse. Ils ont littéralement confirmé la tendance. Il semble en outre possible qu'on les ait perdus à jamais. Ceci compte tenu de cet incroyable traitement de l'information dans notre pays. Les USA s'adonnant aux pires dingueries et les médias mainstream laissant tout passer. Surtout faisant en sorte qu'on ouvre le procès de non seulement Maduro, mais aussi de Chavez et du chavisme. Dans un incommensurable alternoiement des valeurs, dans une mauvaise foi à peine imaginable. Même de la part de ces acteurs qu'on a véritablement identifiés comme se moquant globalement, royalement de l'information du public, etc. Soit, a fortiori, de l'information du public. Eux consacrant leur temps et cause à se faire le relais des propriétaires des chaînes qui les possèdent. Comme on pouvait s'y attendre, cependant, toute proportion gardée. Naturellement, toutes ces accusations en dictature que formulent tous nos supposés experts de plateau et leurs accompagnants sont largement empreintes de colonialisme et d'impérialisme à peine dissimulés, sans oublier tout aussi implicitement teintés de pleutrerie et de servilité. Ce qui ne peut que nous interpeller à nous tous à gauche. Il en va de même de tous les doubles standards à l'œuvre, ou de la géométrie variable que toute cette histoire revêt. Une chose est certaine, fort de la collecte de pas mal de données ici ou là, je vais faire de mon mieux pour vous présenter les choses sous un autre angle, ou encore remettre certaines choses en perspective. Grosso modo, remettre la mairie au centre du village. Sauce piquante en prime. Allez, accrochez vos slips, ça va swinguer, je pense. Tout un constat. On sait l'univers médiatique fonctionner sur un mode moutonnier, que peu de travail n'est effectué et pour cause. Il va sans dire que la propagande exige peu de rigueur et encore moins de travail. Et je crois bon de vous remémorer qu'aucun de nos apôtres de la dépêche ne met plus, si ce n'est n'a jamais mis les pieds dehors. En particulier en dehors des décors douillets de leur monde pailleté, à la rencontre du monde réel via des enquêtes. Bref, somme toute à la recherche de faits en lieu et place d'opinions qu'ils appliquent à promulguer à coup de mise en forme de brève AFP. Tous nos supposés experts de plateaux de médias et pseudo-figures de proue de l'information ont assez peu cessé, à quelque moment que ce soit, de relayer des fake news et autres éléments de langage plus ou moins directement en provenance des pouvoirs en place, qu'il s'agisse des USA, de l'UE ou de France. Alors que cette élite, entre très gros guillemets, brille par l'atlantisme ou encore l'européisme béat, qui s'avère aussi ultra présent parmi ses rangs. La même logique de préservation des puissants ainsi que de condamnation de tout modèle alternatif s'appliquant dans toutes les configurations. Sachant tout ceci, on ne va pas feindre d'être surpris de la peinture binaire, puisque caricaturale au possible, faite dans les médias. Environnement où tous, unanimement, condamnent les horribles personnages vénézuéliens et leur régime autoritaire, pour ne pas dire autocratique et sanguinaire. Pour ce qui les concerne, tout du moins, la nuance est de taille. Eux tous qui ne pipent mot sur l'agent orange, toutes ces condamnations, 35 au total, rien que ça. Et son pays dont on connaît la constante dans le mensonge organisé ou encore un interventionnisme militaire justifié à coup de lutte pour le bien et l'installation de la fameuse démocratie, qui ne sera jamais advenue pourtant, dans quelque cas que ce soit, une fois leur passage effectué. La seule convocation du cas de Saddam Hussein est de cette farce des armes de destruction massive, suffisant à nous donner un ordre d'idée des manipulations qui ont cours, dont les médias s'étaient fait les porteurs, et dont on attend toujours ne serait-ce que des excuses pour nous avoir carrément et ouvertement pris pour des imbéciles. Ceci rappelant au passage que la disqualification en complotisme de certains prête à rire. Quoi qu'il en soit, en réalité, la vérité avance à mesure que l'éveil citoyen progresse et que le discrédit que subissent les médias nous pousse collectivement à sortir de cette sphère biaisée et peu encline à jouer son rôle initial. Je vais revenir sur ce volet plus en détail dans la partie suivante. En tout état de fait, on a les abominables dictateurs et ce pays failli qu'est, selon eux, le Venezuela d'un côté, de l'autre Trump et les USA. Autrement dit, les tenants du monde moderne et civilisé qui se bat pour le respect des valeurs humaines, la démocratie et le droit d'expression. Ou encore le progrès et bien-être qu'ils n'arrivent pas à instaurer sur leur territoire. En somme, tout ce qui tranche avec cet enfer communiste vénézuélien. Comme tout un symbole, nos médias pleutres et serviles, histoire de nous montrer la cohérence qui les habite, pleurent le peuple vénézuélien dans les griffes de leurs dictateurs successifs. Néanmoins, ne trouvent pas un mot de compassion pour le peuple palestinien et ce qui lui est infligé, dans une magnifique géométrie variable qui résume tout, si vous voulez mon sentiment sur la question. Des modèles crédibles?
C'est la question que je me pose en premier lieu avant même de dresser un bilan du travail et de la gouvernance de l'un ou de l'autre. Il est toujours plus aisé de voir la paille dans l'œil du voisin que la poutre dans la nôtre. Ce qui ne veut sûrement pas dire que les héritages de l'un ou de l'autre soient en tout point parfaits, évidemment. Ce qui ne se produit jamais de toute manière. Ce que, de toute façon, je me refuse de mettre en considération plus spécialement dans le contexte actuel. En tout cas, pour le moins qu'on puisse dire, les réactions du spectre médiatique et politique illustrent cela à merveille. C'est ce qu'on constate quasi systématiquement. Justement, si on souhaite être sérieux dans le traitement de certaines questions. Question de sérieux. C'est pourquoi il convient de ne pas laisser aller aux facilités habituelles, si terriblement commodes et récurrentes parmi les pays riches, avec leur approche super occidentaux-centrée et terriblement surplombante aussi. Sans oublier empreinte de ce colonialisme ou impérialisme que je mettais sur la table précédemment. Nombreux sont les médias qui ont vite fait de coller une étiquette bien pratique à certains avec une aisance déconcertante. Ceci via une vision somme toute assez caricaturale ainsi que tout un tas de biais qui interagissent et qui forgent leurs croyances. Évidemment, conception politique en tête, puisque les tenants du capitalisme n'entendent pas se tirer une balle dans le pied. Tout ceci traduisant une forme de logique. Entre autres choses, nous laissant entrevoir assez largement les idéologies à l'œuvre, notamment parmi les sphères décisionnelles, ainsi que les supposées élites qui les accompagnent, à commencer par les médias. Comme de communément accepté par ceux qui conservent un minimum de réalisme, les oligarques goûtant fort peu les tentatives d'instauration des sociétés socialistes ou communistes. Ceci, quoi qu'en disent les petits marrants de droite qui nous expliquent, les mains dans les poches, que les médias seraient tous de gauche. Tentative qui ne manque pas de fendre nos visages de sourires pleins d'une ironie aussi mordante que bienvenue. Tout cela pour dire qu'il y a une véritable condescendance au-delà de laquelle certains sont cordialement invités à regarder. Enfin, si un semblant d'intérêt pour l'information demeure présent à leur esprit. Que les faits sont têtus et qu'ils sont particulièrement évocateurs dès lors qu'on les met en regard les uns avec les autres, dans un effet de parallélisme. Je parlais un peu plus tôt de manichéisme. Nous y voilà. C'est exactement ce à quoi nous sommes confrontés, dès qu'il s'agit de ce pays ou de leurs dirigeants. Et il n'y a pas meilleure démonstration que de passer en revue les faits et gestes de ceux qui les dénoncent pour illustrer la tartufferie de tous les laïus dont on nous abreuve quotidiennement. Déjà, le camp du bien incarné par les pays occidentaux est une immense farce au regard de leur passé, mais aussi et surtout quand on analyse les attitudes de leurs dirigeants actuels. Alors on réalise que les amateurs des démocraties, ses grands amis, voire ses défenseurs, se donnent des airs, mais que la chanson est aux abonnés absents, in fine. Faisons un petit tour de la situation, c'est éclairant, vous allez voir. Trump et les USA. On parle tout de même ici d'une personne qui a cru bon de dire que si les Américains l'élisaient, ils n'auraient plus besoin de voter à l'avenir. Tout est dit. Particulièrement quand on sait la centralité du vote dans la notion de démocratie des concernés. Bien sûr, tout est dit, pour qui veut bien entendre, cela va sans dire. Rappelons que c'est la même personne qui a mis en place une police qui organise des rafts contre les migrants par ce qui est ni plus ni moins ce qu'on verrait comme une milice aujourd'hui, surtout au sens devenu classique du terme. Ou encore que c'est ce même individu qui a cru bon de suggérer à des hordes de ses soutiens de lancer une opération en direction du Capitole suite à son refus du résultat des urnes. Lui s'estimant volé d'une élection que tous les recours tourneront en dérision, à force que ces recours soient déboutés les uns après les autres, et instituant la victoire de Biden comme effective en dépit des pieds et des mains faits par les républicains les plus zinzins. Aussi, c'est le même individu qui, non content de ce qu'il a fait, ou l'effet qu'il a produit, menace désormais une variété de pays, à commencer par ceux d'Amérique latine. Colombie, Cuba, Mexique, tous s'avèrent dans le viseur. Il est vrai que c'est très démocratique, comme chacun sait, que de fomenter des opérations contre ses voisins, de décider qui est apte ou pas à y gouverner et tutti quanti, de prendre la décision de renverser des régimes en dépit qu'ils soient élus, etc. Le pays qu'il dirige n'est pas plus exempt de reproches pour le moins qu'on puisse dire. Il est plutôt salutaire de rappeler que seule une très courte période de 20 ans a vu ce pays ne pas livrer de guerre aux uns et aux autres, et que la liste des conflits à leur initiative est d'une longueur infinie. La démocratie propulsée par ce pays, on l'a vu à l'œuvre à de multiples reprises. Ceci à coup d'ingérence continuelle sur des territoires étrangers, à coup de manipulation en backdoor, de coups d'État et de renversement de régime ou gouvernement en place, notamment pour y imposer des personnes à la tête de certains pays, généralement des régimes qui sont loin d'être des adeptes inconditionnels de la démocratie ou du droit d'expression par ailleurs. Comble du ridicule, mais passons. Aussi, il n'y a pas plus tard qu'il y a quelques années, contre le Venezuela, une fois encore, avec cette tentative sous le premier mandat de Trump de déstabilisation du pays d'Amérique latine, via l'envoi d'une milice qui s'est vue arrêter avant même d'atteindre les côtes du Venezuela. Le tout ayant pour point d'orgue les développements récents et le sort réservé à Maduro, dont se félicite tout un tas de petits laquais des mondes médiatiques et politiques, puisque cela sert leur dessein, surtout leurs agendas politiques ou ceux pour qui ils jouent les valets.
On notera que les belles idées avancées s'appliquent de manière illégale en fonction des cas de figure, et que la violation du territoire ukrainien est inacceptable pour beaucoup, alors que le même phénomène, à savoir celle du territoire souverain vénézuélien, passe crème et que personne ne s'en insurge, que tout le monde au contraire s'en félicite. Disons les choses tout de go, le point commun entre tous les individus en question étant qu'ils se torchent tous allègrement avec le droit international. Un droit à plusieurs vitesses si on lit le contenu de leurs actions. Chose plus que mise en exergue par le traitement de ce qui se passe en Palestine une fois de plus. En tout cas, on a un véritable dénominateur commun à tous nos tartuffes, tous si en proie à faire la leçon. Soit qu'ils n'ont cure des lois, des traités et a fortiori bienséance, aussitôt que les intérêts des puissants sont en jeu, que leur idéologie prend le pas, les amenant à faire tomber les faux-semblants dans lesquels ils se perdent en temps normal. Macron. On a tous été outrés par l'infâme tweet de Macron et l'inconséquence que celui-ci revêt. Ou encore par combien la France a perdu toute crédibilité sous sa gouvernance, plus spécifiquement sur la scène internationale. Ceci alors que lui se satisfait grandement de la violation du droit international et de l'interventionnisme US. Tweet qui, il faut dire les termes, nous a infligé une honte collective. D'ailleurs, ironie de cette histoire, ce tweet qui nous a vraiment foutu la honte, l'a valu à son auteur de manière démultipliée, alors que son réceptacle se moquait ouvertement et sans limite de celui qui lui avait adressé. Lui instituant son homologue français comme son petit sbire, ni plus ni moins, son joujou si on va aller par là. L'instituant, lui et son pays, comme insignifiant par là même. Tout ceci s'inscrivant dans un cadre précis aussi, celui d'une gouvernance de Macron de plus en plus en adéquation avec les termes qu'il entendait appliquer à celle de son équivalent vénézuélien. Lui parlant d'un autoritarisme supposé qui semble infiniment plus légitime le concernant en réalité. Ceci à mesure que le pouvoir dérive, qu'il s'enferre à ne rien respecter des volontés populaires et ignore les grèves et mécontentements, que le pouvoir qu'il incarne se raidissait et que la contestation montait. On a tous à l'esprit les dénis de démocratie de Macron, en particulier au sortir des législatives. Ou encore comment les manifestations sont toutes de plus en plus réprimées et durement. Que je sache, ce n'est pas Maduro qui a inspiré divers régimes fort peu recommandables et qui ont cru bon d'appliquer des méthodes mises en place sous Macron. Eux, éborgnants et nucléants à leur tour. On n'oubliera pas également de mentionner que tous nos défenseurs acharnés de la démocratie auront été ceux qui se seront livrés à une opération visant à faire plier Tsipras et Syriza, ainsi à mettre à genoux la Grèce qui avait pourtant formulé un vote souverain. Vote qui allait à l'encontre des politiques d'austérité infligées à ce pays sous l'impulsion de l'UE et de ses tenants. Puisque nous traitons de l'UE, parlons-en un tantinet soit plus si vous le voulez bien. Van der Leyen, c'est un tout autre cas de figure dans ce cas. Toutefois, ce qui en ressort, c'est la servilité des gens qui nous gouvernent. De ce qu'on sait, personne n'a jamais donné un mandat à la concernée pour faire allégeance aux USA, pour affirmer que l'Union européenne allait s'exécuter et agir conformément aux desiderata du gars orange. Autrement dit, courir pour accepter de mobiliser 5% du PIB des pays européens pour de l'armement. Une somme mirifique de plus de 600 milliards du jour au lendemain alors que ses membres sont censés être aussi fauchés que les blés. Soit par conséquent des sommes astronomiques pour acheter du matériel américain sur étagère, validé par personne, peuple qui compose l'Union en tête. Ceci supposément pour assurer la défense de l'UE, nous dit-on. Assertion qui ne manque pas de nous faire rigoler. Surtout quand on sait que le matériel en question requiert le consentement de celui qui le vend pour être utilisé. Et que ce vendeur lorgne sur un territoire d'un membre de l'Union européenne. Le Danemark en l'occurrence. D'étonnants cocktails que bêtises et inconséquences, le tout allié avec de la servitude volontaire. Bolsonaro. On a assisté à un quasi bis repetita du 6 janvier 2021, mais cette fois-ci au Brésil. De ceci avec, semble-t-il, quasi les mêmes ressorts. Le même refus du résultat des urnes, le même déni de démocratie, et un dirigeant qui a mis les institutions et autres sous pression pour influencer le vote et s'imposer à tous, quitte à littéralement se torcher avec le résultat du scrutin. Le truc est déclinable pour ainsi dire à l'infini, si je puis dire. Les grands démocrates supposés ayant souvent, à minima, des gènes d'apprentis dictateurs, que cela n'invite pas à humilité ou modestie. Après, on ne peut pas se contenter de rester à la moitié du quai. Il convient de s'appliquer à établir l'autre partie du constat ou de la démonstration. Chavez, un dictateur? Il s'agit assez grandement de casser le cou des tas d'idées reçues ou encore de mettre en exergue les constructions faites par les adversaires d'Hugo Chavez. Chose qui a été particulièrement mise en relief durant un reportage qui a été produit. Il s'appelle « La Révolution ne sera pas télévisée ». Et je ne peux que conseiller son visionnage pour quiconque est à la recherche de sources alternatives. Quelque individu pas uniquement désireux d'avaler toute crue la doxa de l'officialité. Son contenu est réellement évocateur de ce à quoi Hugo a été confronté.
On va s'attacher maintenant à démonter la propagande médiatique qui nous est proposée. Propagande qui nous est servie avec quelques faibles nuances, on va dire. Mais dans un consensus généralisé concernant chacun des deux dirigeants vénézuéliens globalement. En somme, tous enclins à unanimement dénoncer le parcours politique, etc. de Chavez et somme toute cocasse. Alors que tous ceux qui opèrent ceci le font dans une absence de pluralisme qui n'est pas sans rappeler ce qu'ils dénoncent, mais passons. En tout cas pour ce qui est de la sphère mainstream. Une sphère qui imprime le tempo et qui rend souvent trop prudente, à mon avis, la constellation des médias dits alternatifs, qui s'expriment souvent, certes, mais régulièrement trop mollement aussi. Surtout si on met en miroir les régimes concernés avec les pratiques dans les pays qui les pointent du doigt. Ou encore les alliances bizarres des intéressés avec des pays qui les dérangent moins, mais qui n'ont rien de respectable pour autant. Je crois qu'il faut être sérieux 2 secondes en tout cas. Pour ce qui me concerne, je ne connais aucun régime défini comme tel qui soit en faveur d'autre chose qu'une caste au pouvoir, qui engendre un réel bienfait pour la grande majorité des gens du pays concerné, qui soit autre chose qu'une société mise à disposition des plus puissants, avec tout ce que ça implique d'écart de richesse et son corollaire. Donc, de faire taire les contestations de sorte à assurer la continuité du régime, et de facto la perpétuation des privilèges de ceux qui en jouissent. La rupture avec l'existant est rarement en odeur de sainteté dans les véritables dictatures. Il faut bien qu'un tel régime profite à quelqu'un, sinon quel intérêt ? Et dans cette simple perspective, en mobilisant uniquement l'aspect logique, on réalise que le truc n'est pas des plus crédibles pour le moins qu'on puisse dire. Pourtant, évidemment, à ce stade, la démonstration n'est pas achevée et beaucoup d'autres paramètres méritent d'être mobilisés. Or, dans le cas de Chavez, on a assisté à du jamais vu, soit à une nationalisation et une redistribution du fruit de la manne pétrolière, manne qui était précédemment dans les mains d'intérêts privés, nul besoin de le préciser, je pense. Autrement dit, dont bénéficiait une portion infime de la population, s'accaparant les ressources de leur patrie et dont les larges pans ne voyaient jamais la couleur. Ce faisant, en distribuant le fruit de la croissance liée à la vente de pétrole, Chavez a réussi à faire émerger une classe moyenne dans un pays où celle-ci n'existait pas. Il a sorti des millions de gens de la pauvreté par ce biais, ce qui est un move assez étrange, dirons-nous, pour un dictateur. En général, un autocrate est assez peu disposé à augmenter la qualité de vie de ses concitoyens et à les faire monter en compétences. Il est plutôt désireux d'exploiter ses contemporains ainsi que de servir ses propres aspirations. Je reviendrai sur ce point ultérieurement. Lui et Fidel Castro ont conjointement mis en place la mission Milagro qui a permis à un nombre important de gens de recouvrer la vue, alors qu'ils ne voyaient plus. Or, on a rarement vu que les dictateurs aient une appétence particulière à faire en sorte d'investir des sommes sûrement importantes pour que la santé soit permise au plus grand nombre, qu'elle soit accessible aux plus démunis. Je rappelle qu'on parle dans ce cas d'un pays où une portion super importante du pays n'avait jamais vu un médecin de sa vie, avant l'œuvre du travail de Chavez. Je parlais juste au-dessus également de la montée en compétences permise par Hugo. Or, Chavez a fait exploser le taux d'alphabétisation et la généralisation à l'accès à l'école. Ceci en lieu et place de personnes ne sachant ni lire ni écrire, et surtout n'ayant jamais mis les pieds à l'école. Dans l'espace de 2 ans, Chavez, grâce à une campagne ambitieuse, avait donné accès à ses savoirs à 2,5 millions de personnes. Or, il est communément admis que rares sont les dictateurs qui œuvrent pour faire que les populations aient un meilleur niveau d'études et soient moins facilement manipulables. Ici encore, c'est juste affaire de pure logique. S'il était ce que le dit qu'on est et qu'il est, il aurait opté pour le statu quo à la place. En attendant, en 10 ans, le taux de scolarisation passait de 48 à 72%, rien que cela. Il me semble que ces chiffres recouvrent la primaire et la secondaire. Rappelons aussi ceci. Hugo Chavez a changé son fusil d'épaule, si je puis dire, et a décidé, de son propre chef, d'abandonner les techniques insurrectionnelles, au profit de la victoire par les urnes, ce qui lui a infiniment plus souri. Alors on sait aussi qu'on s'arroge souvent avec la vérité du côté de nos opposants, qu'on tente de nous faire passer pour un dictateur du fait de prises de parole flots, dirons-nous, lors de discours où il s'adressait à la nation vénézuélienne. Mais en quoi communiquer son agenda politique et discuter des choses de la nation est-il un problème? Surtout dans la mesure où il est bon de rappeler que l'opposition de ce pays est tout sauf des enfants de cœur, et que le documentaire auquel je faisais référence plus en amont nous donne un avant-goût du traitement de la dite information par les médias de droite. Car oui, vous ne le saviez pas, notre dictateur avait une scène médiatique des plus virulentes à son égard et qui opérait sans entrave, bien que Hugo soit, soi-disant, un dictateur et un autoritaire. Je crois bon également d'introduire ce petit élément dans la discussion. Parfois, elle doit être véritablement compliquée de ne pas avoir recours à la force du tout, dans certaines configurations. Ceci particulièrement alors que tout le monde est vent debout contre vous, et qu'il en tombe de toutes parts, comme on dit. Et bien sûr, que tout ce beau petit monde est prêt à user des méthodes pas des plus orthodoxes et démocratiques, pour le moins qu'on puisse dire, afin de vous déboulonner du pouvoir, ceci coûte que coûte.
En outre, il convient de revenir sur cet événement singulier qu'aura été l'enlèvement de Hugo Chavez. Ce dernier que seule la mobilisation populaire a sauvé d'un funeste destin et permis de retrouver sa place à la tête de l'État. Tout ceci est fort étrange, et pas vraiment le fait de ce qu'on dépeint comme un dictateur. De plus, ce chapitre nous montre précisément le contraire dans la mesure où le concerné a gracié ses agresseurs. Fait assez incompatible, une fois de plus, avec la caractérisation que ses opposants ont bien voulu lui attribuer. Sans compter que Chavez n'aurait eu aucun intérêt, de quelque sorte que ce soit, à former la population à l'autodéfense ou encore les pousser à s'organiser de manière autonome du pouvoir central, à l'échelon de la commune. Ce sur quoi il a insisté auprès de son successeur avant de le désigner et de lui passer la main. L'opposition, par ailleurs, a toujours existé au Venezuela et tenez-vous bien, les élections gagnées par les leaders de gauche, Chavez comme Maduro, ne l'ont jamais été avec des scores fleuves de république bananière, comme on dit, avec la condescendance habituelle qui caractérise les pays riches ou occidentaux. D'ailleurs, passons à celui qui a pris sa suite. Maduro, ce dictateur? Cet autoritaire? Comme je le mentionnais un peu plus tôt, les choses sont aussi beaucoup fonction des contextes. Et la situation du Venezuela est assez singulière à certains égards. Ceci dans la mesure où, comme réaffirmé par Maurice Lemoine, qui connaît bien la question du Venezuela, toutes les élections gagnées par la gauche ont été systématiquement contestées par les franges les plus radicalisées de la droite du pays. Ceci, que ce soit sous Chavez ou Maduro. Et cela va sans dire dès la première élection de Chavez. Et on comprend sans mal pourquoi, compte tenu de la nature du projet de redistribution. On peut presque renchérir en disant que peut-être encore davantage à l'endroit de Maduro, puisqu'un évident mépris de classe s'exprimait de manière décomplexée du fait que Nicolas Maduro avait été chauffeur de bus, et donc jugé encore moins à même de mener le pays. Enfin, par ses opposants, ce qui nuance bien des choses. Alors que sa couleur politique suffisait à le disqualifier, il faut se dire les choses telles qu'elles sont. L'opposition estimait plus simple également de faire tomber Maduro que Chavez, compte tenu de l'aura dont bénéficiait Hugo Chavez. Aussi, les médias ont volontiers propagé l'image de personnage autoritaire pour Maduro et son mentor. Mais il n'en demeure pas moins que cela n'a pas de prise dans le réel. Ceci avec une opposition et ses soutiens qui ont fait les 400 coups et qui, in fine, les auront fait enlever tous les deux. Puisque ce qui a été réussi sur Maduro par les USA l'avait été, en d'autres temps, sur Chavez en 2002. Par ailleurs, on se souvient tous de certains faits survenus dans l'histoire récente et qui montrent le climat spécifique avec lequel Maduro devait composer. Avec un oncle Sam plus que jamais déterminé à s'ingérer et plomber le pays. On se rappelle que c'est sous Obama que le pays est passé sur la liste des pays représentant un danger pour les États-Unis. Et que, pour le moins qu'on puisse dire, cela ne s'est pas beaucoup amélioré depuis. En outre, la présidence de Trump a correspondu à une accélération se traduisant dans les faits, notamment avec l'opération Gédéon. Sinon, on a tous en tête la déstabilisation du pays, ce que j'appellerais l'épisode Guaido, qui dépeint le climat difficile, pour ne pas dire impossible, auquel Maduro faisait face. Penchons-nous sur ces deux moments de l'histoire récente du pays, car ils sont tout à fait évocateurs du contexte. Maduro a un contrat qui court sur sa tête depuis plusieurs années, précédemment de 35 millions et passé dernièrement à 50. L'opération Gédéon s'inscrit dans ce contexte, justement. On y a vu les USA s'arroger les services d'une milice pour dégager, dégommer ou capturer Maduro. Chose qui s'était finie en échec lamentable, en véritable débâcle. Et avec cette milice et son leader étant la risée de la gauche américaine, ceci alors que ces mercenaires s'étaient fait arrêter net avant même de mettre un orteil sur le sol vénézuélien. Si le truc a tourné à la farce, en tout cas, cela nous permet d'identifier quelle menace pesait sur Maduro et son pays, et pourquoi quelques raidissements de pouvoir en place. Sinon, on a tous vu comment les pays occidentaux ont cherché à faire tomber le régime et imposer leur pantin à la tête du pays, alors que tous ces pays et leurs médias ont avalisé que le dénommé Guaido était désormais le dirigeant légitime du Venezuela. Ils l'ont matraqué pendant une période conséquente afin de servir leur idéologie et leurs intérêts. Et ainsi aussi pousser cette image très pratique de Maduro comme dictateur, qui ouvrait la voie à des ingérences et des interventions. Aussi, on s'étonne, si je puis dire, de ce type de méthode contre un supposé dictateur et qui érige ceux qui luttent contre comme des gens qui ne veulent pas mieux. On voit comment, en somme, on nous prend pour des imbéciles et assez ouvertement qui plus est. Rappelons quelques faits au débeauté ou à la volée. Il n'y a pas moins de 4 gouverneurs d'opposition au Venezuela, dont 100 municipalités sur 300 qui sont aux mains de l'opposition. Et le cadre de la dernière élection était on ne peut plus significatif de cette vaste blague que nous servent nos médias, dans la mesure où la dernière présidentielle comptait pas moins de 10 candidats de droite contre Maduro, avec autant de nuances de droite, d'une droite modérée et républicaine jusqu'à une extrême droite frappadingue. C'est l'occasion de dire un mot de la présidentielle en question. Certes, il y a eu un flou artistique sur le score réel de la dernière élection. Un flou qui s'explique par un hacking revendiqué et donc tout à fait véridique.
Aussi, ce qu'on ne met pas sur la table avec le biais qu'on connaît de nos médias mainstream sur cette affaire, c'est que l'élection, et le litige qui va de pair, est passé devant le comité des élections, qui a analysé les données et statué sur la victoire de Maduro. En outre, tous les candidats ont amené leurs documents, sauf le principal opposant de droite, et qui clamait avoir gagné. Surprenante coïncidence, non? Par ailleurs, il était revendiqué que Machado avait rassemblé 70% des votes exprimés. Comme une preuve, s'il en fallait une, du cirque organisé par la droite, les concernés ont, de leur propre fait évoluer d'eux-mêmes le chiffre vers 67. Dans tous les cas, le score avancé est tout sauf crédible, alors que le représentant de l'Empire américain reconnaît que cette dernière ne jouit ni du soutien ni du respect de la population sur place. Ceci effaçant donc la propagande construite par la droite vénézuélienne et ses alliés occidentaux. Tous qui, conjointement, se paraient de ce chiffre pour affubler Maduro du qualificatif de dictateur et suggérer que l'élection avait été volée. Conclusion. Je pense avoir été relativement long et complet d'ores et déjà, en tout cas en fonction de mes ambitions avec ce podcast. Je m'achemine donc vers ma conclusion. Si comme tout un chacun on tape le mot dictature dans un moteur de recherche et qu'on se réfère à la définition proposée, on voit les conclusions qu'on peut en tirer sur cette question. Dans cette définition, on nous dit ceci. La dictature est une forme de gouvernement où une personne ou un groupe de personnes détient un pouvoir absolu, souvent en le prenant par la force, en supprimant l'opposition, en niant les libertés civiles comme les élections libres et en s'appuyant sur la coercition pour se maintenir. Alors on réalise combien la définition, quand bien même on souhaiterait à tout prix la faire coller à la situation, ne correspond tout simplement pas avec ce qui se produit au Venezuela. Même quitte à mettre de côté les démocraties locales qui devraient faire rougir de honte tous nos pays occidentaux. Aussi, tous les mandats de Chavez et de Maduro se sont faits des suites d'élections, dont tout le monde a reconnu le résultat. À l'exception de la dernière qui menait au troisième mandat de Nicolas Maduro. Naturellement, on se pose aussi la question de pourquoi vouloir voler une élection après avoir gagné dans les règles les 2 fois précédentes. Leurs présidences, à Hugo comme Nicolas, sont issus des urnes et non de coups de force. En revanche, des coups de force, il y en a eu. Ils ont été contre chacun d'entre eux puisque tous deux auront été enlevés. Et que les uns comme les autres auront réussi à faire déjouer tout un tas d'opérations pour les faire tomber, organisées en interne comme de l'extérieur du pays, à commencer par l'Empire. Comme je me le mentionnais, l'opposition au Venezuela a toujours existé. Elle a gagné certaines élections et été à la tête d'institutions dont le Parlement ou encore de provinces, ce qui souligne combien elle n'a jamais été muselée ou empêchée. Aussi, il est terriblement cocasse de constater que tous ceux qui cherchent à nous dépeindre Maduro, Chavez et le Venezuela comme des dictatures ou dictateurs sont souvent ceux qui n'ont rien trouvé à dire quand le gars orange a tenté de voler une élection dans son pays, ou encore qu'il est prévenu que les ricains n'auraient plus à voter s'il était élu. Personnage qui, cerise sur le gâteau, a mené une cabale contre Maduro en lui faisant endosser des accusations que chacun sait ne pas tenir la route, pour non seulement appeler le kidnapping une opération de police plutôt que militaire, mais aussi contourner le fait d'avoir à s'adresser au Parlement de son pays. Les mêmes qui n'avaient rien cru bon de dire, alors que Macron niait le résultat des élections qu'il avait lui-même convoquées, ou encore n'avait pas poussé des cris d'orfraie quand le concerné n'avait rien eu à objecter, quand sa police balançait du LBD dans la face de manifestants pacifiques, inspirant ainsi nombre de régimes autoritaires, donc comble du ridicule, les malades d'Iran. Ironie quand tu nous tiens. Que la propagande est assénée par des gens qui ont le derrière vissé sur leur siège de plateau et qui se contentent au mieux de mettre en forme la dite information, se faisant le relais des messages et des idératas du pouvoir en place, tout en dénonçant les dictatures supposées des autres. Autres qui sont, comme par hasard, le plus souvent des pays émergents ou qui commencent à poser des problèmes aux pays riches et leurs tenants. Rendez-vous au prochain épisode. N'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Continuons les combats qui doivent être menés et ne lâchez rien. Surtout devant l'organe médiatique et sa servilité, et tous ces partis politiques trompeurs. Pour ma part, je vous donne rendez-vous bientôt avec un nouvel épisode de Nico 1.c'est tout. Merci de votre attention. Allez, à bientôt.